à l'image de la France d'alors qui, au sortir de la guerre, était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. Mais ils ont aussi valeur d'engagement en nous signifiant plus jamais cela. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris, les plaintes, les gémissements, expression de l'indicible souffrance qui fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé un an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, vive la République, vive la France. Alors j'invite M. Jacques Roland qui va lire une lettre à la police. Donc je vais vous lire une lettre d'un police qui est fait d'un recueil de lettres de police. C'était écrit en 1915 par René Jacob. Voilà ce qu'il nous dit. Comment décrire? Quel mot prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé l'eau, encore figée dans l'immobilité et le silence. L'eau avec ses bateaux navoirs coulés dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands, ici sur le bord de la route, là dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, bourdonnaient des essaims de mouches. Des cadavres d'hommes qui ont gardé une pose étrange, les genoux pliés en l'air ou le bras appuyé au talus de la tranchée. Des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que les cadavres d'hommes, avec les entrailles répandues sur le sol. Des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille, de terre et de sable, et qu'on calcine et qu'on enterre. Une odeur effroyable, une odeur de charnier, monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge, et pendant 4 heures, elle ne nous abandonne pas. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur la plaine s'efforçait-il de balayer tout cela. Il arrivait à chasser des tourbillons de fumée qui s'élevaient de tous ces tas brûlants, mais n'arrivait pas à chasser l'odeur de la mort. Champ de bataille, ai-je dit plus haut? Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Ces cadavres, ce n'est rien. À ce moment, j'ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leur attitude contorsionnée. Mais je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, c'est le saccage abominable des chaumières, c'est le pillage des maisons. Et René Jacob a été tué à Verdun en 1916, un an après avoir écrit cette lettre. Il était le fils d'un charron et lui-même boulanger à Buissy, en Othe, dans l'Yonne. Il laissa derrière lui sa femme Lucie
et 3 enfants dont l'aîné avait 8 ans. Merci. À présent, maintenant, les enfants du Conseil des jeunes vont nous rappeler l'état de loi des poilus à Saint-Martin-de-Dieu. Ils avaient entre 19 et 43 ans. Ils étaient fils, ils étaient pères, ils étaient époux. Ils étaient blonds, châtains ou roux. Ils avaient les yeux marrons et noirs. Ils étaient cultivateurs, employés de banque, imprimeurs, banquiers ou étudiants. Ils étaient volontaires ou appelés. Ils étaient des poilus. Ils étaient des retraités. Ils sont nés ou ont vécu à Saint-Martin-du-Mont. Ils sont partis dans la Meuse, les Vosges, la Sarthe, l'Alsace. Ils sont partis pour se battre. Ils sont partis pour défendre la France. Ils y ont perdu la vie. Ils sont inscrits sur le monument aux morts pour qu'on les oublie pas, pour que leur nom ne s'efface pas dans le mémoire. Il s'appelait Louis Ernest, il avait 29 ans, était cultivateur et était marié depuis 3 ans. On peut lire dans les archives militaires. Sur le front depuis le début de la campagne, a pris part à toutes les attaques d'une puissante coalition ennemie du 1er novembre 1914 au 12 avril 1915. Le 10 octobre, s'est précipité dans un entonnoir et l'a organisé sous un feu violent des mitrailleuses ennemies. Le 11 novembre 1915, alors qu'il organise un créneau à courte portée de tranchées ennemies, il est atteint par une balle qui lui fait de multiples blessures au visage. Arrachement du nez et de la lèvre, brisure ou fracture des 2 maxilliaires. Il a eu l'admirable énergie d'achever son créneau et est mort quelques heures après. C'était aux épargnes dans la nuit, mettant la croix de guerre avec le vol en mort. J'ai failli faire tomber. Il s'appelle Jean. Il avait 41 ans. Il se marie le 10 novembre 1917. Il disparaît au combat le 29 juillet 1918. Au mois de juin 1918, à Navigny, il est le président prisonnier. Il est rapatrié le 8 janvier 1919 et mis en conduit de démobilisation le 22 février 1919. Il est réformé définitivement le 28 janvier 1922, obscurité respiratoire et sous-activité pulmonaire, et en état général d'officiant. Il est autorisé à porter la médaille de la victoire. Il décède le 16 septembre 1922 à Saint-Martin-du-Mont. Il s'appelait Mario-Joseph. Il avait 23 ans. Il avait 21 ans. Il mesurait 1,79 m. Il mesurait 1,60 m. Il était terrassier. Il était cultivateur. Ils étaient nés à Saint-Martin-du-Mont. Ils étaient frères. Il fut tué par l'ennemi le 16 avril 1915. Il fut tué par l'ennemi le 5 novembre 1916. L'aîné reçut la croix de guerre, étoile de bronze. Le cadet le reçut jour. Présent, je vais vous lire le message gouvernemental de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants, et de M. Jean-Louis Thiéraut, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants. C'était il y a 106 ans, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie,
qui ont consenti à tout donner pour que la France